Les cloches de l'Angélus viennent à peine de se taire. Bondissant sur les hauts sommets puis dévalant la montagne, les notes joyeuses du carillonneur appellent les paroissiens à l'office dominical. C'est la coutume. Vu la présence d'un seul curé pour les deux paroisses, le lieu des messes du dimanche et des jours de fête alterne entre le village d'en bas et celui d'en haut accroché à la montagne. Alexis adore son double rôle. Il porte avec aisance les chapeaux du carillonneur et de Bédo. Il aime se pavaner, pavoiser. Ses fonctions lui confèrent une importance certaine dont il se glorifie. Assise dans le dernier banc de la petite chapelle, Eva, bien sage, écoute la voix cristalline de maman chanter l'Ave Maria en attendant l'officiant. Devant elle, les familles des montagnards tous chuchotent ou prient déjà. Elle les voit à peine, son monde l'habite tout entière. La poussière et l'odeur prégnante de l'encens voltigent dans les rayons dorés. Malgré l'heure matinale, le soleil déjà frappe fort. La chaleur sera lourde et accablante dans les hauteurs tout à l'heure. Maman a pleuré la nuit dernière. Eva a pleuré avec elle, recroquevillée dans son lit devenu trop petit pour son âge. Sous le toit de leur cabane, elle a regardé rôder les fantômes jusqu'à ce que le sommeil la gagne aux premières lueurs de l'aube. Ce matin, maman a les yeux rougis. Elle cache les bleus de ses bras sous la manche de son grand surtout. Une enveloppe d'où ne dépasse que sa tête, ses mains et ses pieds chaussés de grosses godasses. Ainsi, maman est toujours prête pour le travail, comme pour la guerre. Elle ne doit pas se montrer. Elle n'a pas le droit d'être belle. Eva, elle, la trouve pourtant si belle. La jeune fille ne se lasse pas de la regarder, de l'aimer. Elle rêve un jour d'être aussi jolie que maman, sans cette tristesse au fond du regard. Eva voue un véritable culte d'adoration à maman. Seule cette dernière lui a toujours manifesté amour et intérêt. Eva la revoit tard le soir, quand Alexis les libère enfin de sa présence, rapprécié de vieux bouts de tissu pour lui coudre une jolie robe. Alexis sermonne souvent maman. Il lui répète d'économiser et de travailler plus et plus fort encore. Il faut rendre cette terre rocailleuse cultivable. Papa n'a aucun égard pour elles deux. Il n'est jamais content. Leur travail est toujours insuffisant. Le soir, il arrive fréquemment qu'ils mangent l'entièreté du repas, ne leur laissant que des miettes. Maman a pris l'habitude de prélever et de cacher un peu de nourriture pour Eva. Quand Eva veut partager, maman s'empresse souvent de refuser, disant qu'elle a déjà mangé. Au soir de grosse lune, elle danse et chantonne sous les étoiles avant de regagner leur misérable logis. Maman est une chose. La chose de cet homme mauvais, chez qui tout la répugne, la révulse. Son père. Elle voudrait être assez forte pour lui faire mal, le blesser comme il blesse maman. Eva est de plus en plus apeurée. La dernière fois qu'elle est descendue au village avec papa, elle a souri à Adrian. Adrian, le beau garçon, fils du marchand général, a enflammé son cœur. À chacune de ses visites, le jeune homme, sous prétexte d'aller chercher quelque chose dans la réserve, passe derrière Eva. Il glisse quelques bonbons dans la poche de son tablier. Le cœur d'Eva bondit de joie, d'amour, d'espoir. Adrian, lui, rêve de gravir la montagne avec Eva. Il voudrait l'entraîner derrière un bouquet d'arbres, mettre sa main sur son épaule, détacher ses cheveux, y enfouir son visage et y respirer le parfum des fruits sauvages. Ça fait longtemps qu'il lui fait les yeux doux et habite ses rêves. Papa, se retournant, témoin de leur connivence, lui assène une gifle retentissante la couvrant bien plus de honte que de douleur. Il la tire à l'extérieur et la projette sur la banquette arrière de leur charrette. Eva, se retournant en larmes, elle regarde Adrian abasourdi sur les marches du magasin. Elle sait maintenant que leurs rêves ne se rencontreront jamais. De retour chez eux,
Papa ne la regarde plus comme avant. Elle est devenue, elle aussi, sa chose. Il l'évalue comme il évalue son bétail. Depuis ce jour, maman ne la laisse plus seule avec papa. « Tu es devenue une grande fille maintenant », lui dit-elle. Ses parents se querellent sans cesse, violemment. Depuis peu, maman tient tête à papa. La tension devient insoutenable. Sans savoir au juste ce qui se passe, Eva est consciente d'être au cœur de leur débat. Aujourd'hui, comme d'habitude, maman et elle dirigent le cheptel plus haut dans la montagne. Là se trouvent des plateaux verdoyants où les bêtes broutent à satiété avant de regagner la bergerie en fin de journée. Habituellement, le 7e jour, papa reste en bas. Il fend un peu de bois, répare une clôture et se rend au village boire une pinte ou deux avec les hommes endimanchés. Beau parleur, il s'approprie des mérites qui ne lui reviennent pas. Il arrive à bien paraître et prend facilement le plancher. Aujourd'hui, renonçant à son habitude, il les suit de loin pendant toute la matinée. À la pause du midi, il les rejoint pour partager leur frugal repas. Aussitôt assis, il enjoint à Eva d'aller cueillir des petites fraises de champ de l'autre côté du Cabouron, dans le boisé où poussent de grands conifères. Étrangement inquiète, Eva ne voit pas le magnifique soleil qui éclaire grand. Elle s'éloigne peu. Elle se cache et surveille ses parents. De loin, elle les voit discuter, se tirailler. Papa frappe maman violemment au visage. Encore et encore. Eva, pétrifiée, est incapable de bouger, de crier ou de faire quoi que ce soit. Elles se morfondent d'inquiétude pour maman et presque leur vie à toutes les deux s'achève. Jamais, jamais elle n'épousera Adriane. Jamais elle n'habitera la belle maison à côté du magasin général. Elle avait espéré soustraire maman au mauvais traitement de papa et l'amener vivre avec eux au village d'en bas. Maman ne bouge plus. Elle est tombée. Papa la tire par les cheveux. Il la projette du haut du promontoire dans une gorge profonde. Après un déchirant son étouffé, plus un bruit ne brise le silence. Une chape d'horreur s'abat sur Eva. Dès son âge tendre, des peines innommées se sont accumulées dans son cœur et forment une congère qu'aucun soleil ne réussira à faire fondre. Maman ne sera plus jamais là pour s'émerveiller de la beauté du clair de lune et compter les étoiles avec elle lorsque l'ogre dort. Eva se sauve. Elle court sans savoir où elle va. Elle entend son père déchaîné hurler son nom, l'assommer de revenir. Pas question de redescendre à la maison avec lui. Les épines et les ronces déchirent sa robe et sa peau. À bout de souffle, complètement désorientée, elle finit par s'effondrer. Elle espère mourir et rejoindre maman qui, elle le sait, ne reviendra jamais. Monsieur le curé qui dessert la petite bourgade et le village en contrebas a réquisitionné tous les hommes valides de ces deux paroisses. Il organise les recherches là-haut. Le pauvre homme, leur dit-il, a perdu sa femme et sa fille dans la montagne et ses bêtes sont dispersées. Il est inconsolable. Après des heures de recherche, on remonte maman, de peine et de misère, brisée sur les rochers d'en bas. Alexis pleure, se lamente. Il joue très bien son rôle de veuf éploré. Le lendemain, on finit par retrouver Eva, hagard, semi-consciente, de qui on n'arrive pas à tirer un seul mot. On rend finalement la jeune fille à son père, qui se dit heureux et chanceux d'avoir au moins pu retrouver sa fille et son bétail. Plusieurs soleils noirs se sont levés sur la cabane maudite. Cloîtrée, Eva se mue dans une désespérance sans fin. Son corps est bafoué et son âme foulée aux pieds nuit après nuit. Si elle pleure ou vomit de dégoût
Alexis se déchaîne. Son père est un diable tout droit sorti de l'enfer à qui rien ni personne ne peut résister. Même s'il se montre joyeux et affable devant les gens, il est monstrueux dans son repère. En plus de ces tâches déjà nombreuses pour une fillette de 12 ans, Eva doit effectuer le travail qu'accomplissait maman. Eva n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son seul salut, sa survie, dépend de sa capacité à se vider l'esprit. Même Adriane n'est plus. Monsieur le curé entend le carillonneur en confession. Il admoneste. Pour étouffer le scandale, au lieu de le donner en adoption, j'ai baptisé Christin il y a moins de 14 mois. À ma grande honte, je n'ai pas démenti les ragots voulant qu'Eva ait fauté. J'ai cru à ton histoire de pauvre veuf éploré. C'est arrivé juste une fois, monsieur le curé. Cela ne se reproduira plus, je le jure. M'as-tu promis, blasphémateur? Eva est déjà grosse. C'est pas ma faute, monsieur le curé. Je suis qu'un homme. C'est elle, la sorcière, qui est toujours après moi. Tais-toi, menteur! Elle a à peine 15 ans. Tu abuses d'elle depuis trop longtemps déjà. Cela ne peut plus continuer ainsi. Sa vie est finie. Aucun homme honnête ne voudra d'elle maintenant. Tu n'es pas un bon chrétien. Le carillonneur continue de geindre et d'accuser sa fille de le séduire. J'ai réglé le problème, affirme le prêtre. J'ai payé les dettes de jeu de marin un peu lourdeaux qui retournent chez lui en Amérique. Je les ai mariés à l'Aurore. Eva est déjà en mer avec son fils et son mari, Paulin Lucas. Elle ne reviendra jamais en Pologne. Que Dieu la bénisse et me pardonne mon aveuglement. Pour sauver la face, ne voulant pas croire que j'avais manqué à mon devoir de surveillance, j'ai mis le couvercle sur la marmite. J'aurais dû me rendre compte de la situation bien avant. J'ai ma large part de responsabilité dans ce drame, je le reconnais. Que le ciel me pardonne. Et toi, reprends-toi.